qui en principe ont lieu un jeudi par mois, le deuxième jeudi du mois. Et aujourd'hui, nous recevons deux responsables de la société Peptinov, messieurs Azoulay et Zaguri. Ils vont nous parler de la société Peptinov qui met au point un vaccin contre l'arthrose du genou. Messieurs, je vous cède la parole. Merci et bonjour. Nous allons faire un exposé à deux voix. Donc, dans un premier temps, Jean-François Zaguri, qui est le fondateur de la société et qui a mis au point le procédé d'immunothérapie qu'on va vous présenter, donc va évoquer ce qu'est le développement du médicament en général et plus précisément ce qu'est l'immunothérapie et va évoquer aussi le concept d'inflammation, parce qu'il est absolument central dans ce qu'on fait. Et dans un deuxième temps, donc je prendrai le relais pour parler des travaux de Peptinov, des essais cliniques qu'on réalise dans le domaine de l'inflammation, et qui est ce qu'on appelle de l'immunothérapie active. Je n'en dis pas plus. Jean-François, toi. Merci René pour l'introduction. Et merci à tous d'être présents ici aujourd'hui. Donc l'intitulé de la présentation, c'est Développement de médicaments, immunothérapie, arthrose. Et je vais commencer par ce qu'est le développement du médicament aujourd'hui. En fait, voilà. Et je terminerai après par l'immunothérapie avant de céder la parole à René. Donc en fait, un médicament, il y a une définition de la Communauté européenne, je vous la donne parce que c'est quand même intéressant sur le plan intellectuel de la connaître, elle est assez longue. C'est toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou être administrée en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger, modifier des fonctions physiologiques exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. Vous voyez, c'est vraiment une définition attrape-tout qui inclut bien entendu tous les médicaments classiques, mais aussi les vaccins, mais les produits de contraste aussi qui sont utilisés pour faire des diagnostics. Donc c'est tout ce qu'on peut injecter à quelqu'un pour mieux le traiter. Alors, cette définition, bien entendu, a été développée suite au progrès de la médecine, notamment depuis le XXe siècle. En effet, le concept de médicament comme principe actif purifié destiné à traiter une maladie est assez récent dans l'histoire de l'humanité, parce que c'est au XVIe siècle que ça a été un peu formalisé par Paracels et ses travaux, où il a dit à une pathologie, on va essayer de donner un produit particulier. Avant, on donnait des plantes, mais il y avait... Le concept était qu'une plante pouvait soigner tout. C'est vraiment à partir de ce siècle que ça a basculé. Et avec les progrès, surtout de la chimie, entre le XVIe et le XXe siècle, et au XXe siècle, les progrès de la biologie, en fait, on est arrivé à un paradigme pour la conception de médicaments qui est en fait, on va d'abord comprendre de manière très fine les mécanismes moléculaires, c'est-à-dire les mécanismes, les protéines qui sont impliquées, quelles sont les cellules qui communiquent, et donc qui sont impliquées dans certaines maladies. Par exemple, pour les cellules cancéreuses, on va essayer de comprendre comment elles arrivent à grossir, comment elles se nourrissent grâce à l'afflux de sang et comment on peut peut-être bloquer ces voies de nutritives des cellules. Donc c'est une piste, par exemple, de médicaments qui est aujourd'hui développée en cancérologie. Et à partir de cette compréhension fine des mécanismes moléculaires et cellulaires en jeu, on va essayer de développer de manière rationnelle un candidat médicament qui cible justement ces voies. Donc par exemple, si on a une voie importante comme nutrition des cellules par les vaisseaux, eh bien, on va donner des produits qui empêchent la croissance des vaisseaux, ce qu'on appelle par exemple les anti-VEGF, qui sont des médicaments qui sont aujourd'hui donnés dans le cancer du côlon par exemple, et qui fonctionnent pas mal du tout. Et après, donc une fois que le scientifique, ce qui était le cas au XXe siècle, a compris qu'il y avait une voie impliquant une maladie, eh ben, il faut valider, et un produit pour lutter contre cette voie, on va valider l'effet de ce produit par des essais cliniques. En général, à terme, ce sont des essais cliniques en double aveugle avec placebo, et c'est ce qui va permettre de dire ce candidat médicament est un vrai médicament. Et donc tout ça, c'est très codifié maintenant. Alors un essai clinique, qu'est-ce que c'est en fait? Pour vous qui êtes statisticien, c'est un sondage expérimental qui vise à montrer qu'on a un effet sur un échantillon d'individus et qu'on peut extrapoler cet effet sur le reste de la population. Donc les statistiques jouent un rôle essentiel, bien entendu, dans cette approche de développement. Les statistiques, mais la sagesse humaine. On ne va pas donner un produit à 3000 personnes tout de suite. Il faut aller par étapes, de manière prudente, parce qu'on ne veut bien entendu pas tuer les patients avec des nouveaux produits. Donc quels sont les médicaments qui sont disponibles aujourd'hui
Je vous en fais une petite liste, c'est parce qu'on en reparlera par la suite. D'abord, il y a les médicaments qui sont issus des progrès de la chimie, parce que c'est vraiment eux qui ont été développés depuis le Paracels. Donc les produits issus de la synthèse chimique, je vous cite l'aspirine en 1893, les antibiotiques en 1941, la cortisone en 1949, le lithium en 1950, les antidépresseurs en 1957. Donc c'est juste pour vous dire que tout ça, et il y a eu une vraie croissance autour de ces petites pépites qui étaient ces médicaments pour créer une industrie pharmaceutique. Donc c'était c'est l'origine des grosses industries pharmaceutiques qu'on a aujourd'hui, que je vais vous citer tout à l'heure. Il y a bien entendu les outils physiques avec les rayonnements radio, les lasers, tout ça. Pour ceux qui ont eu des problèmes d'yeux, les lasers, c'est extraordinaire. J'ai eu l'occasion de rencontrer le prix Nobel français, M. Mourou, qui avait le premier identifié l'effet des lasers pour réparer les yeux. Et en fait, il l'a découvert par hasard. C'est-à-dire qu'il travaillait sur des lasers à effet court et à onde courte, je crois. Et au bout du compte, un de ses assistants est passé dans le rayon laser une fois. Tout de suite, ils l'ont amené chez l'ophtalmo et l'ophtalmo leur a dit « Mais c'est extraordinaire quand vous avez réussi à couper aussi parfaitement la surface de l'œil. » Et du coup, il a continué, il a développé maintenant le laser qui est utilisé pour traiter les cataractes et beaucoup d'autres choses au niveau ophtalmologique. Alors, il y a aussi les progrès de la biologie moléculaire qui a permis de synthétiser grâce à des bactéries. Donc, on met des gènes dans des bactéries et on synthétise ce qu'on appelle des protéines recombinantes. C'est le génie génétique ou les protéines recombinantes. Et ça permet de produire beaucoup de protéines actives. C'est-à-dire qu'on mime, par exemple, des protéines qui existent normalement chez les individus et certains qui n'ont pas d'individus, on va leur administrer ces protéines. Je pense à leur mode de croissance, mais on pense à l'insuline, on pense à plein de mécanismes comme ça. Donc ça, c'est des médicaments liés au progrès de la biologie et du XXe siècle. Après, de manière plus récente, c'est tout ce qui est vraiment génétique, les thérapies géniques, les thérapies cellulaires et les anticorps monoclonaux, c'est à la fin du XXe siècle. La thérapie génique, c'est qu'on est capable de modifier des gènes, c'est-à-dire de couper dans l'ADN et de supprimer un gène s'il est toxique, ou au contraire de rajouter un gène si on le souhaite. Et puis au XXe siècle, on a vu l'avènement de tous les vaccins qui ont permis d'éradiquer par exemple la variole, le BCG, tétanos, etc. Donc ça a été un siècle très prolifique pour la médecine. Le XXIe siècle où on est aujourd'hui a continué avec un élargissement de l'immunothérapie dont je vous ai partagé sur l'induction et l'introduction d'anticorps monoclonaux. Ces anticorps qui sont aussi produits totalement artificiellement, souvent par génie génétique et dans gros réacteurs cellulaires, permettent de donner des anticorps qui vont par exemple empêcher le développement de certains cancers et vous allez le voir, permettre de traiter des maladies inflammatoires chroniques ou non chroniques comme l'arthrose sur laquelle on travaille avec René. Et il y a eu aussi une immunothérapie active élargie, c'est-à-dire des vaccins thérapeutiques. On est passé de la notion de vaccin préventif à la notion de vaccin thérapeutique. Parce qu'avant, le vaccin, c'est pour prévenir de maladies. On se vaccine et après, on n'est plus malade. Et là, on est aujourd'hui au XXIe siècle. Ça va être le siècle de l'immunothérapie d'après l'Académie des sciences américaine. Et effectivement, on commence à dire, quelqu'un qui a une maladie, on va le traiter par immunothérapie. Et c'est le cas aujourd'hui pour plusieurs cancers. Depuis une dizaine d'années, on fait des immunothérapies passives. La thérapie génique, c'est vraiment beaucoup développé au XXIe siècle. C'est la première fois où il y a eu les bébés bulles, vous avez entendu parler de ça, qui ont reçu les gènes d'interféron, qui ont fait qu'à la fin, ils pouvaient vivre sans bulles. Donc ça, c'était extraordinaire. Et les thérapies cellulaires, on a beaucoup essayé dans le cancer de faire des thérapies cellulaires, notamment avec les lymphocytes T, quand on commençait à les maîtriser à la fin du XXe siècle. Ça ne marchait pas du tout. Et grâce au progrès, notamment des anticorps monoclonaux, on fait un traitement mixte anticorps plus cellules qu'on appelle les CAR T-cells qui permet aux gens d'être soignés maintenant de manière efficace contre certains cancers. Donc il y a eu vraiment des gros progrès et on peut dire que le XXIe siècle c'est le siècle de l'immunothérapie comme on va en parler. Enfin, dernier détail mais important, les nouveaux vaccins. Il y a comme des nouveaux vaccins au XXIe siècle. On a tous vu le vaccin ARN qui nous a permis de revivre à peu près normalement, même si on peut critiquer les problèmes de gestion de la crise du Covid. Mais néanmoins, le vaccin a été très utile parce qu'il a sauvé des vies de manière certaine et il a permis à la société de revivre normalement. Donc c'était quand même un achievement sur le plan technologique et sur le plan médical. Donc, je vous ai parlé de tous ces médicaments du XXe siècle et du XXIe siècle. Et maintenant,
je vais vous décrire un peu le process de développement des médicaments qui inclut plusieurs étapes et qui s'est établi justement depuis une centaine d'années. D'abord, bien sûr, il faut identifier une molécule candidate, ce qu'on appelle un candidat pour le développement clinique. Et cette molécule candidate, si on voit qu'elle agit sur une bonne voie métabolique impliquée dans une maladie, on va dire, tiens, on va essayer de le tester. Donc, elle aura été testée peut-être dans des modèles cellulaires, dans des modèles animaux, mais avant de l'administrer à l'homme, il faudra de toute façon faire ce qu'on appelle des études précliniques, c'est-à-dire une étude de toxicologie réglementaire. Ça, c'est très très lourd parce qu'il faut déjà déposer des gros dossiers auprès de l'agence du médicament. Et ces études de toxicologie réglementaire, elles sont vitales pour bien dire, quand on administre un produit, eh ben, on ne va pas tuer les gens. Il y a eu des dérapages, vous avez dû en entendre parler il y a 10 ans, pour un anticorps monoclonal dirigé contre une protéine cérébrale. Ils ont administré à 6 personnes le même jour l'anticorps monoclonal. Il y en a 2 qui sont morts, 3 qui ont été... Donc, il faut être très prudent quand on administre les médicaments, même s'il y a eu des études de toxicologie réglementaire. Et maintenant, on essaye en général, pour ces études-là, de toucher au moins 2 espèces de mammifères pour ne pas prendre de risque que ce qui n'a rien fait à une souris et à un chien ne puisse ne pas être toxique pour l'homme. Donc ça, il faut être très prudent et bien entendu, ça coûte très cher. Après, il y a les phases classiques du développement pharmaceutique chez l'homme, phase 1, phase 2, phase 3. La phase 1, en fait, c'est une phase qui est importante parce qu'elle va permettre justement de montrer sur un tout petit nombre de patients ou de volontaires sains que le produit qu'on administre n'a pas de toxicité. Et donc, on ne va pas faire cette phase sur 200 personnes. En général, c'est fait sur 10 à 20 personnes à qui on administre de manière séquentielle et pas en même temps. Vous voyez, ça, c'est le résultat de l'erreur que je vous citais tout à l'heure. Le produit, en général, on essaye une dose forte, une dose faible. Enfin, on établit les doses fortes et les doses faibles déjà dans les études de toxicologie réglementaire. Et à partir de là, on arrive à dire le produit, quand il est administré à 20 personnes, il ne fait rien du tout. Il est totalement innocuous en anglais, inoffensif en français. Et de ce fait, on peut le passer à la phase 2. La phase 2, c'est une phase d'exploration d'efficacité. On ne va pas faire ça sur 200 ou 3000 personnes comme sont les essais cliniques larges d'efficacité. On va faire ça en général sur 50 à 500 personnes selon le produit et selon sa posologie et voir est-ce que l'administration de ce produit, peut-être à 1 ou à 2 doses, permet d'avoir des indices pour dire qu'il y a une efficacité. Par exemple, ça va permettre de baisser la température, enfin, des choses qui permettent de montrer qu'il a un effet biologique, même si ce n'est pas un effet médical documenté à ce stade. Donc ces études de phase 2 sont souvent faites quand même aussi en double aveugle à placebo. Quasiment toutes les études sont faites en double aveugle et avec placebo aujourd'hui. Mais c'est important de le faire pour cadrer la dose et pour avoir des indices suffisants pour dire « Ah, là, dans ces conditions, ce produit va vraiment bien marcher. » Et après, c'est la phase 3 de l'étude de l'essai clinique qui, cette fois, peut se faire entre 50 et 5000 personnes. Et cette phase 3 va permettre de montrer qu'il y a un vrai effet médical. C'est-à-dire que quand on prend un groupe de patients traités et un groupe de patients non traités, donc qui sera le placebo, on voit nettement que le groupe de patients traités va mieux. Alors là, il y a des critères statistiques très importants à définir pour dire comment il va mieux. Est-ce que c'est sur la moyenne des symptômes? Est-ce que c'est sur la médiane? Donc ça, c'est tout un travail de représentation et de démonstration qui dépend à la fois de la pathologie, des produits, etc. Par exemple, dans le cas des cancers, si vous arrivez à montrer que chez 50% des gens, vous améliorez la durée de vie de 1 an, c'est un produit extraordinaire. 50% seulement. Par contre, si dans le cadre d'un vaccin, je ne dis pas un vaccin thérapeutique, mais je veux dire un vaccin préventif, vous montrez que vous protégez 50% des gens, mais qu'après 50% des gens ne sont pas protégés, c'est beaucoup moins extraordinaire. Vous voyez, donc il y a des enjeux qui dépendent des pathologies et du contexte médical. Et les statistiques et l'expertise des médecins et des statisticiens médicaux, des biostatisticiens qui accompagnent l'étude, est très très importante pour bien calibrer. Et donc ce design, le problème de ces études, c'est que quand on démarre une étude de phase 3, pour nous, petite société, on doit dire à l'avance qu'est-ce qu'on attend. Et si on atteint nos objectifs, bingo, votre produit est approuvé. Si on atteint pas les objectifs, vous avez dépensé, dans le cas des essais de phase 3, c'est 100 ou 200 millions d'euros pour rien. Donc c'est très important de bien définir
un objectif qui soit à la fois ambitieux, parce que si vous rajoutez un dixième de degré ou vous faites baisser la température d'un dixième degré, ce n'est pas suffisant pour améliorer la santé des gens. Par contre, il faut avoir un objectif assez ambitieux. On dit on va vraiment faire baisser complètement la température, où ils n'auront plus mal du tout au genou. Où ils auront 2 fois moins mal. Enfin, il faut donner des objectifs quantitatifs assez précis et en même temps des objectifs atteignables par rapport à l'enjeu de votre produit. Donc voilà, donc je vous ai dit un peu le contexte de ces études cliniques. Donc c'est des études qui coûtent très cher, hein, parce qu'un essai clinique en moyenne, on considère que c'est 50 000 euros par patient. Donc une étude clinique sur 20 patients, c'est 1 million d'euros tout de suite. Donc c'est des enjeux importants. Et là, les statistiques, j'allais dire les biostatistiques, mais les statistiques tout simplement jouent un rôle critique pour analyser les données des études cliniques, parce qu'elles peuvent soit correspondre à des tests tout simples, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les moyennes ou sur les fréquences des symptômes, mais aussi on peut faire des statistiques très sophistiquées avec des protocoles d'essais cliniques adaptatifs qui vont être modulés et variés en fonction du temps et des résultats intermédiaires qu'on obtient. Donc ça, c'est tout un monde, si vous voulez, de développement scientifique universitaire qui s'est créé, et de nouvelles méthodologies d'essais cliniques ont été développées depuis une vingtaine d'années, qui ne se limitent pas juste aux simples tests paramétriques, non paramétriques, on compare des valeurs. Et donc après la commercialisation d'un produit, donc une fois que la phase 3 a marché, il y a quand même aussi une phase 4, il faut le dire parce qu'on a tendance à oublier, qui vise à répertorier les effets indésirables du produit quand il est distribué à grande échelle. Effectivement, quand vous faites une étude sur 1000 personnes, tout le monde va aller bien, etc. Mais quand vous faites une étude, quand vous donnez le produit à 1 million de personnes, ben, vous aurez peut-être 100 personnes qui vont faire des problèmes. Et là, 100 personnes sur 1 million, ça devient significatif. Et donc là, c'est des problèmes de pharmacovigilance. Et on a tous entendu parler du Vioxx qui avait été développé par Merck, ou tout simplement le produit développé par Servier, qui, à petite échelle, n'avait pas montré aucune symptomologie, mais qui avait montré tout de suite des signes dès que ça avait été administré à plus de 100 000 personnes. Et là, la réactivité est très importante. C'est pour ça que le système médical a imposé que les boîtes pharmaceutiques aient tous une unité de pharmacovigilance pour suivre les effets dans la population, recenser tous les effets indésirables, et s'il y a une cote d'alerte qui est atteinte, alerter les autorités de santé. Donc là, c'est bien rodé maintenant. Donc dans mon université, on a justement une formation de pharmacovigilance où on forme des jeunes à traiter les données de pharmacovigilance, et ils trouvent très facilement du travail parce que c'est très demandé par les industriels pharmaceutiques. Alors sur le plan du développement du médicament, les parties de développement les plus délicates sur le plan, intellectuel et scientifique et médical, ce sont les premières phases. C'est identifier un produit actif, c'est quand même très compliqué, c'est de la science, hein, c'est ensuite trouver où il peut s'appliquer, et puis ensuite faire des essais cliniques phase 1 et phase 2 qui soient judicieux. Donc ça, si vous voulez, ça ne nécessite pas énormément de moyens logistiques, même s'il faut, je ne devrais pas dire ça parce qu'on est à gérer ça, et c'est très très lourd parce qu'il y a beaucoup de qualité des produits à garantir et tout ça, mais néanmoins, c'est beaucoup d'intelligence, et les parties à la fin, c'est-à-dire la phase 3, la commercialisation c'est énormément d'intelligence, mais je veux dire de l'intelligence logistique et industrielle, parce que là, c'est des grosses machines qui se mettent en route, c'est des protocoles qui sont de gestion des essais cliniques qui sont préétablis. Et donc, c'est deux façons différentes de voir le développement du médicament. Donc, il y a une partie qui est, je vais dire, plus amateur, enfin, je ne veux pas dire amateur, mais plus petite échelle, une autre partie qui est beaucoup plus industrielle. Et les boîtes pharma, avant, elles faisaient tout, parce que l'origine des boîtes pharma, c'était Servier qui a développé un premier produit, une première molécule, et du coup, il a développé son industrie pharmaceutique en disant « je vais développer une deuxième molécule ». Donc, à l'origine, les pharma développaient elles-mêmes, au siècle dernier, tous leurs produits. Mais on s'est rendu compte avec les progrès de la science que c'était l'université qui avait la liberté pour créer de nouveaux produits et identifier de nouvelles applications aux produits. Et du coup, aujourd'hui, le développement de médicaments s'applique avec une première phase de développement qui est portée par les universités et par les startups de biotechnologie, qui sont en charge d'identifier les leads, d'identifier les composés intéressants et de les porter jusqu'en phase 1 ou phase 2. Et les boîtes pharmaceutiques, qui, elles, ont une grosse logistique, qui ont moins de créativité, mais qui ont un énorme savoir pour porter de la phase clinique de la phase 2, phase 3, jusqu'à la commercialisation. Et donc, le monde pharmaceutique s'est divisé un peu en deux spécialités différentes. Ceux qui sont en amont pour apporter les produits et l'innovation, et ceux qui sont en aval pour
eh ben pour les transformer en réalité médicaments industriels avalisés par les autorités de santé. Donc c'est important que vous ayez cette vision globale du développement du médicament. Alors, quelles sont les industries pharmaceutiques aujourd'hui? On les connaissait tous. Hein. Je vous cite les 5 premières. C'est Johnson & Johnson qui a 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires, Roche avec 60 milliards, Sinopharm, société chinoise, qui a 60 milliards de chiffre d'affaires aussi, Pfizer qui est autour de 50, et Bayer Schering qui est à 50 aussi. Donc vous voyez, toutes ces grosses sociétés ont un énorme chiffre d'affaires parce qu'ils vendent plein de produits, mais en même temps, ils investissent beaucoup dans la recherche et dans les essais cliniques, parce qu'un essai clinique, je vous l'ai dit, ça coûte très cher. 50 000 euros par patient. Un essai clinique avec 2000 patients, c'est tout de suite 50 000 euros, ça fait 100 millions d'euros. Hein, d'accord. Donc, ça peut coûter très cher. Et donc, ces sociétés, elles investissent en gros entre 7 et 15 milliards d'euros par an dans la recherche, beaucoup pour les essais cliniques, mais elles ont toujours aussi un pôle R&D, mais qui est plus de la sous-traitance auprès des universités ou de la sous-traitance auprès de start-up avec lesquelles elles travaillent. Donc vous avez comme ça passé le paysage du médicament, hein, d'accord. Donc si je fais un petit bilan de cette première partie sur le développement du médicament, vous avez compris que le développement part de découvertes qui se font généralement dans le monde académique, que c'est ensuite transporté par le relais des biotech vers une validation pilote qui va jusqu'à la phase 2, qui montre un degré d'efficacité biologique, et que cette validation pilote se suit après par une session à l'industrie pharmaceutique, la grosse, qui fait les grosses études de phase 3 qui coûtent très cher et qui sont très très lourdes et qui sont souvent sur plusieurs pays. Enfin, c'est des très très grosses études. Et ça, ces boîtes sociétés pharmaceutiques transforment le candidat médicament en médicament pour le commercialiser après. Donc ça, c'était important d'avoir ce contexte pour que ça, vous verrez où Peptinov se situe dans cette chaîne. La deuxième partie de notre présentation portait maintenant un peu sur l'immunothérapie, parce que c'est l'outil de base, je vous l'ai déjà cité dans les médicaments nouveaux, qui est utilisé par Peptinov. Et l'immunothérapie, en fait, c'est toutes les thérapies qui s'appuient sur l'usage des composants du système immunitaire. On a tous un système immunitaire, et dans le système immunitaire, il y a des effecteurs qui permettent de lutter contre les agressions, les microbes, toutes les infections. Et ces effecteurs, et les cancers aussi, sont des cellules notamment, donc ça s'appelle les cellules tueuses. Il y a les lymphocytes CD8 et les lymphocytes NK. Et ces lymphocytes, naturellement dans le corps, sont capables d'aller attaquer une cellule infectée. Et c'est elles qui nous aident à nous débarrasser des problèmes infectieux ou cancéreux qu'on peut avoir. Et la deuxième axe qui existe comme effecteur du système immunitaire, c'est plus au niveau cellulaire, mais c'est au niveau moléculaire cette fois, donc c'est un niveau en dessous. Ce sont si vous voulez, les boulets de canon qu'on envoie à distance, ce sont les anticorps. Et les anticorps, eux, ont plein de fonctions pour lutter contre les microbes. Une première fonction, c'est l'opsonilisation, c'est-à-dire qu'ils vont s'accrocher aux microbes, ce qui va permettre aux cellules de venir les attraper après, parce que l'anticorps a un port d'attache aux cellules, donc les cellules vont venir faire la phagocytose du microbe, mais ils peuvent aussi très simplement bloquer les toxines. Par exemple, le tétanos, qui nous fait beaucoup de mal, il nous fait du mal à cause d'une toxine tétanique. Donc si on fait un anticorps qui bloque la toxine tétanique, le tétanos, il ne nous fait rien du tout. Et du coup, le tétanos, après, parce qu'il agit très vite, le système immunitaire s'en débarrasse après très simplement, et donc le tétanos ne nous fait rien du tout. Donc vous voyez, il y a deux approches d'immunothérapie, une approche basée sur les cellules, les effecteurs cellulaires qui existent naturellement dans notre corps et avec lesquels on peut jouer aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut prendre vos cellules, les faire pousser, les transformer en robots tueurs, si vous voulez, et les anticorps. Et l'intérêt des anticorps, c'est que ce sont des molécules, et ces molécules, on sait les fabriquer dans des grands réacteurs industriels, donc on sait en fabriquer des quantités et les administrer comme ça en pilule. On vous fait une petite injection et l'anticorps, il est dans votre corps comme ça. Et donc, je vous ai déjà cité l'exemple du sérum antitétanique qui va neutraliser donc la toxine tétanique. Aujourd'hui, avant, on utilisait du sérum de cheval. Quand on était jeune avec monsieur vos amis, quand on avait fait une petite piqûre sur un clou ou autre chose, on nous injectait un sérum tétanique dans le ventre. Et en fait, c'était du sérum de cheval qu'on injectait. Du coup, nous, on avait parfois des réactions contre les protéines de cheval aussi, parce que dans le sérum de cheval, il y avait des protéines de cheval. Aujourd'hui, on sait purifier les anticorps. Et donc, ce qu'on vous injecte, c'est non plus toutes les protéines du sérum du cheval, mais juste les anticorps purifiés, et qu'on dit en général des anticorps monoclonaux qui sont totalement purs. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Et puis, l'autre chose, donc un autre exemple, donc c'est les CAR T-cells. Donc c'est des cellules T
quand les patients cancéreux, en fait, ont tous des cellules T qui peuvent lutter contre les tumeurs, mais ces cellules sont bridées par la tumeur grâce à des leurres qui, d'ailleurs, je vais vous décrire par la suite. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on est capable de prendre les cellules des patients cancéreux, on les traite avec des facteurs de croissance particuliers et on les réinjecte après. Et les cellules, suite au traitement avec des facteurs particuliers qu'on leur a donnés in vitro, eh ben, elles ont repris du PEPS et de l'énergie et elles vont pouvoir attaquer les tumeurs et les détruire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les traitements cellulaires donc, des tumeurs. Donc, on distingue deux formes d'immunothérapie. Vous avez compris, donc l'immunothérapie, c'est l'usage soit des cellules, soit des anticorps. Et on distingue deux formes d'immunothérapie. Donc, c'est une autre façon de voir les choses. L'immunothérapie passive et l'immunothérapie active. L'immunothérapie passive, c'est quand on vous injecte quelque chose de l'extérieur. Donc, on vous injecte des cellules, on vous injecte des anticorps. Ça, c'est l'immunothérapie passive. Et l'immunothérapie active, c'est encore une étape au-dessus. C'est le patient qui va lui-même produire ses propres cellules tueuses sans avoir à les traiter à l'extérieur ou ses propres anticorps par une vaccination. Oui, donc ça s'appelle l'immunothérapie active. Mais c'est l'immunothérapie parce que ça utilise le système immunitaire de toute façon, soit des anticorps, soit des cellules tueuses. Et c'est passif si c'est le patient qui reçoit les choses comme ça, ou actif si c'est un vaccin qu'on lui fait qui fait que ça va booster ses cellules lymphocytaires ou ça va booster ses anticorps. Alors le prix Nobel de médecine 2018, je le cite parce que c'est important, a été très important parce qu'il a consacré une découverte d'immunothérapie, des anticorps monoclonaux contre les protéines leurres du cancer qu'on appelle CTLA4 et PDL1. Et en fait, ils ont montré que si on bloquait ces leurres... Alors pourquoi les cellules cancéreuses poussent ? On a tous des cellules cancéreuses qui poussent chez nous, mais normalement elles sont tuées par le système immunitaire naturellement. Ça a été l'hypothèse posée depuis 40 ans, depuis qu'on connaît l'immunologie, mais on n'avait jamais réussi à le démontrer. Pourquoi ça ? Parce que depuis 40 ans, on essayait de soigner les tumeurs en prenant justement des lymphocytes T, en les réinjectant et en disant lymphocyte, maintenant tue la tumeur. On t'a stimulé, et ça ne marchait jamais. Pourquoi ça ne marchait pas ? Parce que les tumeurs ont des leurres à leur surface qui font ce qu'on appelle de l'immunosuppression. Elles vont dire à la cellule lymphocytaire tueuse, calme-toi, je fais partie des tiens, tu ne me touches pas. Et ce leurre fait que la tumeur peut pousser. Et c'est pour ça que nous, on a tous probablement des tumeurs qui poussent, mais qui sont cassées par notre système immunitaire régulièrement. Mais dans certains cas, la tumeur trouve la façon d'inhiber le système immunitaire, de lui dire calme-toi, elle se masque. Et du coup, le système immunitaire, il croit que c'est du soi et la tumeur peut pousser. Et c'est comme ça que les tumeurs se mettent à pousser, en fait. Et donc, le traitement proposé par nos amis Onjo et Allison, qui ont le prix Nobel en 2008, c'était de dire on va prendre un anticorps monoclonal qui va bloquer le leurre à la surface des cellules tumorales. Et cet anticorps monoclonal va se fixer sur ce leurre, va le bloquer. Et du coup, quand le système immunitaire arrive, eh ben, il ne voit plus le leurre. Il dit tiens, ça c'est étranger, il va tuer la cellule. Et ils ont montré en fait que c'était vraiment majeur pour le cancer du poumon, pour le mélanome, pour beaucoup de types cancéreux. On a eu un taux de rémission beaucoup plus grand. C'était une révolution il y a quelques années et c'est pour ça qu'ils ont eu le prix Nobel, parce que grâce à ça, on a pu soigner des tumeurs et avoir un taux de rémission qui est passé, je crois, de 15% avec la chimiothérapie à 40 ou 50%. Ça veut dire qu'on ne soigne pas toutes les tumeurs aujourd'hui, mais on a amélioré le taux de traitement on a doublé le taux de traitement, si vous voulez, pour beaucoup de tumeurs. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et ce qui est extraordinaire aussi dans ce travail, c'est que c'est pour la première fois qu'on montrait qu'en réalité, que le système immunitaire était capable de détruire les tumeurs. On le supposerait, mais on n'en avait jamais eu la preuve. Parce qu'on avait essayé de prendre des cellules tueuses pour tuer les tumeurs, on n'y arrivait pas à cause des leurres, justement. Et là, en supprimant le leurre, en bloquant le leurre par des anticorps monoclonaux, donc par une immunothérapie passive, ils ont réussi à révéler au système immunitaire qu'il y avait une tumeur et les tumeurs ont été tuées. Et du coup, c'était la démonstration patente que notre système immunitaire est capable d'éliminer les tumeurs et que probablement il en élimine, je ne vais pas dire tous les jours, mais probablement très, très fréquemment. Donc ça, c'était une grande découverte et un très beau prix Nobel parce que quand même, il y a des milliers de personnes qui bénéficient aujourd'hui de ces traitements. Alors, ils ne sont pas donnés, les traitements antitumoraux par anticorps monoclonaux, c'est peut-être 100 000 € par patient, mais sauver une vie, ça n'a pas de prix dans le monde occidental en tout cas.
Voilà. Donc, je me permets de dire ça. Et donc, l'immunothérapie donc, a été très importante, donc, comme je viens de vous le décrire, pour le cancer, mais elle est très importante aussi pour le vieillissement. Pourquoi ça? Parce qu'au cours du temps, comme pour la plomberie, comme pour tout, il y a des fuites, il y a des moins bons contrôles de surveillance des tumeurs et moins bon contrôle de l'inflammation. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on vieillit? On va avoir des cancers qui vont arriver parce que le système immunitaire fonctionne parfois moins bien ou il faut le rebooster, et aussi de l'inflammation parce qu'au cours du temps, les marqueurs d'inflammation augmentent. Alors l'inflammation, c'est une bonne chose quand on a une maladie infectieuse ou autre chose pour commencer, mais quand elle devient chronique, c'est une mauvaise chose. Et c'est le grand problème, c'est qu'avec le temps, on a tous une inflammation de bas grade, et ça on l'a bien documenté, donc qui fait que les marqueurs d'inflammation augmentent un peu, et ça favorise le développement de nouvelles pathologies au niveau d'organes plus sensibles, par exemple au niveau des articulations, au niveau du cerveau, au niveau de la peau. Donc toutes ces maladies qu'on appelle maladies inflammatoires chroniques qui viennent avec l'âge, c'est très souvent lié avec un front inflammatoire qui est toxique. Et donc l'immunothérapie, elle est bien adaptée pour prévenir ces dérèglements qui arrivent au cours du temps, parce que c'est en quelque sorte une médecine douce et une médecine du soi. Donc on booste le corps d'un individu pour qu'il se coordonne mieux et qu'il régule mieux les dérèglements qui arrivent au cours du vieillissement. Alors, l'inflammation, je vous en ai parlé, on sait tous ce que c'est, mais il faut savoir que c'est un concept qui est documenté, répertorié, décrit depuis l'Antiquité par les médecins romains. Ce n'est pas Hippocrate. Hippocrate n'avait pas parlé d'inflammation. Il parlait surtout de bien vivre, de faire du sport et d'hygiène. Et par contre, l'inflammation, ça a été décrit par les médecins romains surtout. Et c'est toujours avec une donnée, c'est un mécanisme universel qu'on retrouve chez tous les mammifères. On le retrouve pas on le retrouve même chez les insectes, mais de manière beaucoup plus sommaire. Et c'est toujours lié à des agressions, que ce soit des coups de soleil, des infections, une piqûre d'insecte, un traumatisme. Tout de suite, il y a une réaction inflammatoire qui se déclenche. En fait, l'inflammation, c'est un mécanisme de réaction de stress pour dire à l'organisme qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut réagir. Et ça c'est sur le plan médical, ça s'est défini toujours de la même façon, avec 4 paramètres: la douleur, la chaleur, la tumeur et la rougeur. Donc ça c'est décrit quand on fait ses études de médecine, on apprend toujours inflammation égale chaleur, douleur, tumeur, rougeur. Et effectivement, aujourd'hui on sait expliquer pourquoi il y a de la chaleur avec toutes les molécules qui sont en jeu, pourquoi il y a de la douleur, pourquoi c'est rouge parce qu'il y a un afflux de sang, pourquoi ça grossit aussi, parce qu'il y a un afflux de sang aussi. Donc tout ça, on sait l'expliquer moléculairement maintenant aujourd'hui, et la plupart des grands médicaments qui sont sortis depuis 20 ans, c'est des anti-inflammatoires spécifiques. Et spécifiques, pourquoi? Parce que ce n'est pas comme la cortisone qui va bloquer l'inflammation, qui va bloquer plein d'autres choses après et faire des effets secondaires majeurs, mais ça va bloquer spécifiquement les médiateurs de l'inflammation. Et un des médiateurs les plus connus de l'inflammation, il y en a plusieurs, je vais vous les citer, il y a le TNF, l'IL6, l'interleukine 1, il y a mais il y en a d'autres en fait. Il y a des marqueurs de surface cellulaire qui sont des sélectines, il y en a plein. Nous, on s'est beaucoup intéressé au principal de tous ces médiateurs, c'est l'interleukine 6. Alors l'interleukine 6, c'est une protéine qui est produite en cas d'inflammation, et cette interleukine 6 va induire toute la cascade inflammatoire que René va vous décrire. Je me permets juste de dire que c'est une petite protéine soluble de 212 acides aminés, ce qui fait qu'on connaît sa structure tridimensionnelle, on sait travailler avec, et nous, grâce à cette connaissance de la structure tridimensionnelle, on a pu concevoir des projets d'immunothérapie contre l'interleukine 6. Donc je passe la parole à René. Merci Jean-François. Alors, avant de vous parler de ce que fait Peptinov spécifiquement contre l'inflammation et contre l'inflammation induite par une protéine qui s'appelle l'interleukine 6 ou IL6 en abrégé, je vais d'abord parler de la société elle-même, Peptinov, donc pour faire une petite pause dans les descriptions scientifiques. Donc, nous sommes une biotech qui a été fondée par mon voisin en 2010. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était que la biotechnologie et j'étais juste un ami et je suis devenu actionnaire. Donc, les biotech n'ont aucune ressource propre. Donc, au départ, pour la créer, Jean-François a fait appel à son réseau d'amis et de connaissances. Et donc, nous sommes spécialisés en immunothérapie active.
Donc je rappelle que actif signifie qu'on utilise les propres ressources de notre système immunitaire pour produire des anticorps contre une protéine qui crée du mal, une protéine en excès. On appelle ça aussi un vaccin contre le SOI. Le SOI étant la protéine, ce sont des protéines de votre corps qui sont bénéfiques en quantité normale, mais lorsqu'elles sont en excès, parce que par exemple on vieillit ou qu'on souffre de maladies, d'obésité, de toutes sortes de choses, elles se mettent à augmenter. Et la question à laquelle on tente de répondre, c'est que fait-on pour pouvoir lutter contre soi-même? Donc c'est l'immunothérapie active. Alors nous sommes basés à l'hôpital Cochin à Paris. Donc à l'époque, lorsque Jean-François et son équipe s'y sont installés, donc je n'y étais pas, on ne savait pas que Cochin, outre qu'il avait une pépinière d'entreprises, donc vous avez 25 biotech ou medtech, comme on dit, qui en font partie. Donc c'est dans le campus de l'hôpital Cochin, mais séparé de l'hôpital. On ne savait pas que plus tard, on ferait des essais cliniques en rhumatologie, ce qui est extrêmement pratique parce que Cochin est un des centres historiques de rhumatologie et le médecin qui dirigeait l'essai clinique de phase 1, qu'on appelle un investigateur principal, est notre voisin. Il est à 30 mètres de là où nous nous trouvons. C'est un coup de chance. Deuxième coup de chance, c'est qu'à Cochin, vous avez un centre d'investigation clinique spécialisé en vaccinologie, avec une personne très réputée qui le dirige, Odile Launay. Donc là aussi, on a eu de la chance. Lorsqu'on a conçu le design de notre essai clinique, on s'est rendu compte qu'on avait finalement sous la main à la fois l'investigateur principal qui recruterait les patients et le centre d'investigation clinique spécialisé en vaccinologie. Nous sommes donc une équipe de 12 personnes aujourd'hui. Il y a 6 femmes, 6 hommes. Et les compétences sont très variées. Je dirais que ce qui nous caractérise, c'est vraiment la diversité. Donc vous avez des spécialistes en immunologie, des bioinformaticiens. Donc je dirais dans quelques instants en quoi consiste la bioinformatique dans le cadre de la fabrication d'une immunothérapie active. Vous avez des chimistes, un spécialiste du développement pharmaceutique, une médecin spécialiste des essais cliniques. Enfin bref, et moi-même, j'ai rejoint la société en janvier 2018 grâce à Jean-François, après avoir passé 30 ans dans le transport aérien. Alors vous allez me dire quel rapport? Bon, modestement, mon apport, c'était l'expérience de gérer des projets complexes, de pouvoir rallier des conseillers scientifiques, et puis de diriger des équipes, de diriger des unités opérationnelles. Mais ce qui est passionnant et ce qui, moi, me passionne dans cette activité, c'est que vraiment les bonnes idées naissent de nos interactions permanentes donc, au sein de cette équipe. Alors, on est soutenu par ailleurs on a un conseil stratégique formé essentiellement des principaux actionnaires, et puis surtout un conseil scientifique avec des médecins ou des chercheurs de renom dans leur domaine. Donc, dans d'autres cas, la rhumatologie, l'inflammation, la douleur chronique. Donc, nous avons vraiment eu la chance de pouvoir progressivement, ça ne s'est pas fait en une fois, donc demander à ces chercheurs de réputation mondiale s'ils acceptaient au moins qu'on leur présente nos travaux et qu'ils nous donnent leur avis quand on fait des designs d'essais cliniques. Ils ne sont pas là au jour le jour, mais une fois par an, typiquement, on les consulte, on leur dit voilà ce qu'on a fait, voilà nos résultats, qu'en pensez-vous? Donc ça, c'est le conseil scientifique. Bon, il y a 10 brevets qui ont été déposés depuis. Je précise que Jean-François lui-même est l'inventeur de 25 brevets, donc il est co-auteur de la majorité de ces brevets. Et puis, vous pouvez vous demander aussi comment sommes-nous financés, parce que quand on est créé, donc on n'a pas de chiffre d'affaires. On a été créé en 2010, on n'a toujours aucun chiffre d'affaires. On n'a fait que du développement, que de la recherche. Donc, dans un premier temps, c'est un réseau de connaissances de Jean-François, Friends and Family, comme on dit, et j'en faisais partie. Puis ensuite, avant qu'on commence vraiment nos essais cliniques, à un moment où on est à un stade très précoce, il a fallu trouver d'autres actionnaires, donc j'étais là à ce moment-là, et on s'est tourné vers ce qu'on appelle le crowdfunding, le financement participatif, où en gros vous présentez en ligne sur Internet votre projet
et en échange d'actions, on vend des actions à des investisseurs qui investissent des sommes en général modestes. Ce ne sont pas des gros investisseurs, mais pour nous, ça a été essentiel parce qu'on a quand même pu lever de l'ordre de 1 million d'euros en plusieurs phases auprès d'individus, de gens comme vous et moi, à qui simplement on avait présenté notre ambition, et tout en disant que rien n'était garanti, comme on visait déjà à l'époque l'arthrose, ils se sont dit c'est quand même une maladie qui touche beaucoup de monde dans mon entourage. Donc on a eu ces actionnaires individuels, puis on a eu la chance aussi qu'une mutuelle qui s'intéressait au traitement de l'arthrose un jour nous découvre, et donc cette société détient aujourd'hui à peu près 15% du capital. Donc la moitié du capital est détenue par les fondateurs et le management. Donc 25% sont deux sociétés, donc la mutuelle qui s'appelle l'IRSEM. Vous avez aussi une société qui est un spécialiste bien connu en France qui s'appelle CGDIM, des données de santé et des logiciels pour les spécialistes de santé. Donc à eux deux, ils détiennent 25%, et tout le reste, donc, ce sont des individus qui ont été séduits par notre projet. Donc l'objectif de la société, donc comment choisit-on nos maladies? C'est vraiment de lutter contre des maladies créées par l'excès de certaines de nos protéines, petit 1, petit 2, dans des pathologies où il n'y a pas de traitement, ou alors le traitement n'est pas adapté parce qu'il est trop fort, il y a trop d'effets secondaires. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est, au moyen de l'immunothérapie active, donc par nos propres anticorps, pouvoir limiter l'excès des protéines en question, donc en utilisant nos propres ressources. Alors vous allez me dire, c'est comme un vaccin traditionnel, ce sont nos anticorps qui réagissent quand on injecte le vaccin et qui nous protègent de la maladie. Oui, mais il y a une différence fondamentale, c'est que dans le cas d'un vaccin traditionnel, l'agresseur est extérieur. Donc un virus pénètre dans notre corps, l'organisme se défend avec des anticorps qui vont, comme l'a expliqué Jean-François, tenter de neutraliser l'agresseur. Nous, on veut que le système immunitaire réagisse non pas contre un agent extérieur, mais contre une protéine en lui disant « neutralise une partie de la protéine », parce qu'on ne peut pas la bloquer. Je rappelle donc l'inflammation, Jean-François l'a décrite, c'est un mécanisme de protection quand on a une agression, une infection, une brûlure, une blessure. L'inflammation, c'est une façon pour le corps de dire défends-toi, donc d'appeler les agents à la rescousse. Mais là, donc, c'est un excès de protéines inflammatoires qui continue de façon sournoise, à bas bruit. Par exemple, on vieillit, on a une inflammation, donc on crie au loup tout le temps. La protéine crée une inflammation chronique, et au bout d'un moment, le corps ne comprend pas pourquoi il y a cette inflammation qui dure et se met à s'attaquer. Le système immunitaire se met à nous attaquer, comme dans le cas des maladies auto-immunes. Donc, bon, je m'écarte un peu du sujet. Donc, la question est la suivante. Comment faites-vous quand vous voulez limiter l'excès d'une protéine de son corps, en limiter juste une fraction en excès, mais sans la bloquer complètement? Et en plus, avec le problème suivant, c'est que vous ne voulez pas, comme un vaccin, une protection permanente. C'est-à-dire que vous ne voulez pas que chaque fois que votre protéine apparaît, pour des bonnes raisons, parce qu'on a une infection, par exemple, vous ne voulez pas qu'aussitôt un anticorps aille l'attaquer et donc on ne puisse plus se défendre contre les vrais agresseurs extérieurs. Donc là, c'est là où le génie de mon ami est entré un peu en jeu. Donc avec les années, il avait créé autrefois une autre société déjà dans ce domaine, c'est l'immunothérapie active. Donc comment fait-on ? On prend, donc imaginez que vous ayez une protéine comme l'IL6 dont l'excès crée des problèmes, crée des maladies. Une protéine, c'est un ensemble d'acides aminés. Donc vous avez à peu près 200 acides aminés dans le cas de l'IL6. Donc on va dans un premier temps sélectionner une petite partie de la protéine, on appelle ça un peptide, d'où le nom de la société, Peptinov. Donc on va choisir dans la séquence des 200 acides aminés, on va en choisir une vingtaine typiquement d'acides aminés qui se situent dans la zone où la protéine inflammatoire interagit avec le récepteur cellulaire qui envoie le signal de l'inflammation. Et le but, donc en choisissant au bon endroit ce peptide, c'est que l'anticorps qui va résulter de l'injection de notre peptide, de notre traitement,
va aller au bon endroit, il va se fixer sur la partie de la protéine qui normalement crée l'inflammation, et en se fixant sur elle, il l'empêche, en fait, il la rend inoffensive. Et alors, vous allez me dire, ok, je comprends pour le peptide, mais comment vous faites pour que ce peptide, qui est issu de sa propre protéine, soit perçu comme un agent étranger par le corps? Et donc ça, c'est la deuxième partie du médicament, entre guillemets. On appelle ça une protéine porteuse. Donc c'est une protéine sur laquelle on greffe le peptide. Et cette protéine, elle est perçue comme étrangère par le corps. Donc que se passe-t-il quand vous injectez le produit, donc la somme de la protéine porteuse et du peptide, des peptides qu'on a greffés dessus? Le corps réagit parce qu'il se dit, tiens, il y a quelque chose d'étranger à cause de la protéine porteuse. Et ce qu'il crée, donc les anticorps, du fait du peptide, auront la forme adaptée pour aller attaquer au bon endroit la protéine en question et la rendre inactive. Donc c'est en gros, voilà la théorie. Et troisième question que vous pourriez poser, c'est comment faites-vous pour qu'il n'y ait pas une réponse permanente, pour pas que chaque fois que votre protéine apparaît, un anticorps soit produit? Et la réponse, c'est que les anticorps ont une certaine durée de vie. Et si vous ne réinjectez pas le traitement au bout de, on va dire, 4 mois à peu près chez l'humain, disons de 3 à 6 mois suivant les espèces, eh bien le taux d'anticorps retourne à zéro. Donc le fait que la protéine réapparaisse ne suffit pas à elle toute seule de générer la production d'anticorps. Il faut injecter la somme de la protéine et de la protéine porteuse, donc notre médicament. Bon, donc je vous ai peut-être un peu perdu dans les détails, mais l'idée, c'est qu'on suscite chez l'individu une réponse qui n'est pas permanente. Il faut réinjecter régulièrement pour avoir une défense qui soit maintenue contre l'excès des protéines. Alors, les avantages pour les patients sont nombreux. Je vais les citer un peu dans le désordre. D'abord, le procédé de production est très simple. Donc, c'est de la synthèse chimique. Vous avez des séquences d'acides aminés. Vous avez la protéine porteuse qui est disponible dans le commerce. Après, on se tourne vers un producteur, un chimiste, et on lui dit « synthétisez-moi ce produit, voilà la séquence ». Bon, et quelques semaines plus tard, moins d'un mois en général, on a le produit. On appelle ça un conjugué. Ensuite, donc c'est facile, ce qui veut dire que ce n'est pas très cher. C'est vraiment un traitement qui est adapté aux maladies qui ont une large diffusion, parce que comme c'est simple, ce sont des simples injections sous-cutanées 2 à 3 fois par an, il n'y a pas de complexité pour injecter ce produit. Jean-François parlait tout à l'heure de l'immunothérapie passive, c'est-à-dire quand les anticorps sont faits à l'extérieur et qu'on les injecte directement chez les patients. Nous, l'avantage, c'est qu'on coûte 1/100 peut-être en coût de production de ce que coûte un anticorps exogène. C'est l'avantage d'avoir un traitement qui est endogène. Donc la réponse dure, et comme je l'ai dit, elle s'éteint. Donc si on ne réinjecte pas, il n'y a aucun souci de blocage permanent de la protéine. De manière générale, donc, la façon dont on procède, donc on a une plateforme de développement, le terme est un peu pompeux. Ce que ça signifie, c'est qu'on commence, quand on nous dit je veux inhiber telle ou telle protéine, on commence par étudier la protéine par bioinformatique. Donc on choisit un peptide, on utilise des logiciels de prédiction qui vont nous dire quelle est la structure en 3 dimensions du peptide, pour voir si le peptide lui-même va prendre la même forme que la protéine native qu'on cherche à inhiber. Donc il y a une étape de bioinformatique qui dure quelques semaines, au terme de laquelle on a défini, mettons, une vingtaine de peptides qui semblent avoir un intérêt pour inhiber la protéine. Après, donc on va passer à la phase d'expérimentation pour voir lesquels parmi les 20 vont effectivement susciter la production d'anticorps. Donc on fait ça le plus souvent chez des souris. Autre avantage de Cochin, c'est qu'il y a une animalerie. Donc on fait nous-mêmes des tests et on regarde si on produit des anticorps chez la souris. Et ensuite, donc si c'est le cas, on affine, donc on regarde, on met au point la dose, la chronologie. Faut-il injecter 3 fois, ou est-ce que 2 injections suffisent pour avoir assez d'anticorps pour se protéger de la protéine en question? Et la dernière, donc ça c'est les 3 premières étapes. Donc en général, au bout de 6 mois à 1 an,
on a un candidat où on dit il semble que contre telle protéine, il est capable de susciter une réponse anticorps, en tout cas chez des petits animaux, chez les souris, et puis on passe souvent au lapin en étape 2. Et après, donc, une fois qu'on a ces candidats, on recherche des modèles de la maladie qui existent chez l'animal, des modèles de douleur ou des modèles d'inflammation. Donc là, je parle aussi sous ton contrôle puisque je n'étais pas là, mais on est allé chez le singe, chez des singes, quelques singes, chez qui on a induit une petite inflammation bénigne, donc cutanée, et on a constaté que notre produit anti-inflammation chronique, anti-IL-6, protégeait les singes qui étaient vaccinés. Donc ils n'avaient pas d'apparition lorsqu'on on induisait cette inflammation cutanée, ils étaient protégés. Donc on s'est dit, donc il y a bien une efficacité. Ensuite, vous terminez par des étapes de toxicologie réglementaire pour voir si le produit est bien toléré chez l'animal. Et enfin, donc, vous déposez un beau dossier auprès des autorités réglementaires pour dire je voudrais maintenant passer chez l'homme pour faire un essai de phase 1 et montrer que l'homme tolère bien notre produit. Donc c'est ce qu'on a fait. On a terminé notre phase 1 en début de cette année. On avait 24 personnes qui souffrent d'arthrose. Bon, j'insiste sur le fait qu'en phase 1, on ne cherche pas à guérir. On cherche à démontrer que le produit est bien toléré, qu'il n'y a pas que s'il y a des effets secondaires, ils sont mineurs, ou en tout cas qu'on sait les traiter. Donc ça a été le cas. Je ne peux malheureusement pas vous en dire beaucoup plus parce que le dépouillement des résultats est en cours, mais disons qu'on sait l'essentiel, c'est-à-dire que le produit est bien toléré. Et deuxièmement, que les patients ont bien développé des anticorps contre la protéine IL-6, qui est celle qui est impliquée. Je voudrais terminer donc en évoquant maintenant les maladies précises, parce que pour l'instant j'ai parlé inflammation, anti-IL-6, donc ça reste un petit peu lointain par rapport à des maladies concrètes. Donc nous avons l'ambition de démontrer une efficacité en essai de phase 2 dans au moins 2 et sans doute 3 pathologies différentes. Je les cite probablement dans l'ordre dans lequel ce sera fait. La première, donc, ce sont les rechutes de maladies inflammatoires chroniques. Vous avez des maladies rares, les noms vous diront peut-être rien, la maladie de Horton, la maladie de Behçet, les uvéites, l'artérite de Takayasu. Peu importe les noms, ce qui compte, les points communs à ces maladies, c'est que les traitements principaux pour guérir les patients, ce sont des anti-inflammatoires très puissants, des corticostéroïdes, des anticorps monoclonaux, comme tu le disais, qui sont très bien, mais qui induisent des effets secondaires importants. Et donc, dès que les patients vont mieux, les médecins, en général, arrêtent le traitement en disant vous allez mieux, plutôt que de vous faire subir des effets secondaires en continuant le traitement, on va attendre. Et quand on attend, dans les 6 mois, vous avez une rechute, les patients ont les problèmes à nouveau et on recommence avec les traitements puissants pour les traiter. Donc l'idée, c'est quand les patients vont mieux, quand ils sont en rémission, au lieu de ne rien leur donner, on les traiterait avec notre immunothérapie active pour stopper l'inflammation qui est la cause sous-jacente de la reprise de la maladie. Donc on dit aux patients, on va vous protéger avec l'immunothérapie active de Peptinov. Bon, ça, en tout cas, c'est l'ambition. On travaille avec un médecin très réputé qui a écrit des protocoles dans les maladies rares à la Pitié, qui s'appelle le professeur Sadoun. Et donc, on espère faire, en 2024, démarrer un essai dans au moins 2 de ces maladies. Donc, prévention des rechutes des maladies inflammatoires. Le deuxième, donc Jean-François l'a évoqué, c'est l'arthrose. Alors, j'imagine que vous savez ce que c'est que l'arthrose. Donc, c'est une destruction du cartilage de nos articulations, une ou plusieurs articulations, très souvent la hanche et le genou, qui est extrêmement handicapante et qui s'accompagne de douleurs. Et en anglais, d'ailleurs, on dit nous, on dit arthrose. En anglais, on dit osteoarthritis, ostéoarthrite. Et le mot « it », ça fait référence à l'inflammation et ça montre bien que contrairement à ce qu'on croyait avant, qui était que l'arthrose était une simple usure due à l'âge et qu'on ne pouvait rien y faire, en fait, on sait maintenant qu'il y a un démarrage inflammatoire. Vous avez une inflammation de bas grade
Bas grade, encore une fois, ça veut dire faible niveau, ça veut dire souvent passant inaperçu. C'est une faible élévation des protéines inflammatoires, donc c'est 2 à 4 fois leur niveau normal, mais ça n'a rien à voir avec les pics inflammatoires aigus que vous pouvez avoir dans une maladie ou une tempête cytokinique dans le cas du Covid, où on parle de facteur 1000. Là, c'est une toute petite élévation, et précisément parce qu'elle est petite, elle passe inaperçue sous les radars, elle n'est pas traitée, et vous n'avez pas de traitement adapté, vous n'allez pas prendre toute votre vie de l'aspirine ou des opioïdes ou pire que ça, pour se protéger d'une inflammation de bas grade. Donc notre but, c'est de stopper l'inflammation de bas grade par notre immunothérapie active et le faire dans l'arthrose. Donc en retournant à des valeurs non pathologiques de l'inflammation. Il se trouve qu'en phase 1, on avait déjà des patients qui avaient de l'arthrose et comme je l'ai dit tout à l'heure, on sait que ces patients ont bien réagi en produisant des anticorps contre l'IL-6. Donc voilà, donc si on arrive à nos fins, donc on ne va pas rétablir le cartilage déjà détruit, on ne va pas faire repousser du cartilage en stoppant une inflammation. En revanche, on pourra stopper la progression de la maladie. Il n'y aura plus de destruction du cartilage en aval. Et donc c'est intéressant si on s'y prend relativement tôt. L'autre élément, c'est que l'IL-6 est associé à la douleur. Il est établi que si on réduit le niveau d'IL-6, on peut traiter la douleur, parce que traiter les articulations des patients sans traiter leur douleur, ça n'aurait évidemment aucun intérêt. Voilà, donc je terminerai en donnant la comparaison avec d'autres classes de médicaments, parce que les anti-inflammatoires, il en existe des quantités, mais bon, si on prend les antalgiques comme le paracétamol, les corticostéroïdes, les opioïdes, ceux-là visent la douleur, c'est entendu. Nous visons la douleur, mais on vise aussi la cause inflammatoire en amont de cette douleur, si je puis dire. Donc on traite une cause en plus de traiter le symptôme. La deuxième classe d'anti-inflammatoires très efficaces, c'est ceux de l'immunothérapie passive, les anticorps monoclonaux, qui sont donc super efficaces, qui sont produits dans des réacteurs externes à notre corps, mais ils coûtent très cher. On peut aller de 10 000 euros à 1 million d'euros par an et par patient, pour un seul patient. Avec un anticorps monoclonal, il y a en plus des effets secondaires. Bon, dans notre cas, on est comparable au coût d'un vaccin du fait que les anticorps, encore une fois, sont endogènes, viennent de notre corps. Voilà, donc notre positionnement, c'est de dire les anticorps monoclonaux sont très bien en première intention dans des pathologies ultra-inflammatoires. Nous, on est là pour traiter les inflammations légères qui durent, de bas grade, les maladies chroniques comme l'arthrose à évolution lente. Et on espère qu'on va donc trouver un positionnement original dans le paysage pharmaceutique. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc pour nous, la prochaine étape, c'est terminer la phase 1. Enfin, elle est techniquement terminée, mais on n'a pas encore tous les résultats. Ensuite, dès qu'on a tous nos résultats, on dépose un dossier réglementaire pour faire un essai de phase 2. Pour démontrer l'efficacité, à la fois donc, dans ces maladies rares inflammatoires, en prévention des rechutes, dans l'arthrose. Et le potentiel est énorme. Si on montre une efficacité, il faut toujours être très très modeste, surtout moi qui ai tendance à m'enflammer, vu que c'est un nouveau secteur pour moi. C'est que les pathologies du vieillissement, la dépression, la fatigue, les troubles du sommeil, tout ça est aussi lié à l'inflammation chronique et à l'excès d'IL-6. Les maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson, souvent démarrent par une inflammation à bas bruit. Donc notre rêve, c'est de se dire, si on démontre une efficacité dans l'arthrose, dans les rechutes des maladies rares, les patients qui seront traités contre leur arthrose ou les rechutes des maladies rares, en fait, auront aussi une protection contre la dépression, les troubles du sommeil, la fatigue, etc. Mais bon, c'est une autre histoire, il faudra qu'on le démontre. Voilà. Bien, merci pour cette présentation qui était très claire et très inspirante. Nous-mêmes avons été extrêmement heureux d'être associés à ces débuts, même si ça ne porte que sur 24 patients. Et j'ai une première remarque à faire, c'est que vous avez employé
à de nombreuses reprises le mot statistique de manière complètement impropre. Ce ne sont pas des statistiques, ce sont des probabilités. Et la différence qu'on fait, c'est qu'on ne peut parler de statistiques que lorsque la loi du phénomène est connue, ce qui n'est certainement pas le cas chez vous. Donc il s'agit de probabilités. Et la compréhension des probabilités dans le monde médical est très pauvre. Elle est même plus pauvre qu'on ne peut l'imaginer. Et cette incompréhension remonte à Claude Bernard dans son livre qui s'appelle Introduction à la médecine expérimentale, ça date de 1950, dans lequel, excusez mon langage, il dit plein de conneries sur les probabilités. Ça n'empêche pas que c'était un grand bonhomme et qu'il a fait faire énormément de progrès à la science. Alors, les deux erreurs qui sont commises sont essentiellement les choses suivantes. D'abord, vous avez le sentiment que quand vous prenez les choses au hasard, par exemple dans un grand panel, vous allez extraire sur 1000 personnes, 500, il y aura la moitié d'hommes, la moitié de femmes. C'est faux. Les lois de la nature font qu'il y a une certaine divergence qui est de l'ordre de racine de n. Donc pour vous donner un exemple concret, vous jouez à pile ou face, ce qui est non trucable, et vous lancez 1000 fois la pièce, il n'y aura pas 500 fois pile et 500 fois face. La règle générale, c'est qu'il y a une divergence de l'ordre de racine de 1000, c'est de l'ordre de 32. Donc si vous ne prenez pas ça en compte quand vous dimensionnez vos panels, vous risquez d'avoir des conneries, et c'est la nature qui les a faites. Et vous avez l'impression qu'il y aura un effet positif, et ce n'est pas un effet positif. C'est simplement que vous y êtes mal pris. Le deuxième point, c'est que les médecins insistent toujours sur ce qu'ils appellent la répétabilité des expériences. Pour eux, quelque chose n'est crédible, d'ailleurs c'est plus général que ça, c'est en physique. On nous dit qu'il faut que les expériences soient crédibles, il faut que les expériences soient répétables. Mais à partir du moment où il y a des probabilités dedans, elles ne peuvent pas être répétables. Encore une fois, si je lance ma pièce de monnaie, la même personne ou deux personnes différentes, c'est la même pièce ou des pièces différentes, vous pouvez le faire ici, vous pouvez le faire dans la ville d'à côté, ça ne donnera pas les mêmes résultats. Et pourtant, c'est la même expérience. Donc à partir du moment où vous avez quelque chose d'aléatoire dans l'expérience, ça ne peut pas être répétable. Et bien entendu, si vous descendez au niveau de la mécanique quantique, dans lequel le formalisme est par lui-même probabiliste, ça sera encore moins répétable. Donc l'exigence de répétabilité dont vous entendez parler partout dans les journaux, dans les revues scientifiques, elle est fondamentalement absurde. Voilà, et ça c'est quand même extrêmement important. Quelle exigence vous mettriez à la place alors? Parce qu'il faut une exigence de reproductibilité. Précisément, c'est ce que je dis pour la pièce de monnaie. Les lois de la nature, les lois des probabilités vous permettent de savoir quelles sont les divergences. Quelle c'est la séparation par rapport à la moyenne. Donc si ça excède de beaucoup ce racine de n, c'est que votre machin est efficace. Si on est à l'intérieur du bruit, ça ne prouve pas que le machin est efficace. Et simplement, il faut savoir que la nature va mettre cette divergence. Et si vous avez... Si par exemple il y en a 1000 et que vous obteniez 800 d'un côté, certainement ça sera efficace. Parce que ce n'est pas normal, aléatoirement, simplement que ça en donne 800 contre 200. Par contre, si ça vous donne 530 contre 470, là ça n'est pas anormal. La nature fait ça. D'ailleurs, Claude Bernard le dit, il ne dit pas que des conneries. Il dit de temps en temps, la nature guérit et il faut faire attention au fait que ce que nous faisons doit être de meilleure qualité, doit être plus efficace. Donc il y a cette propension chez les médecins à ignorer les lois de la probabilité et à être extrêmement arrogants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas discuter avec eux, ils vous répondent instantanément. Vous n'y connaissez rien parce que vous n'êtes pas médecin. Et nous, dans le corps de notre activité, on rencontre systématiquement cette réticence. À chaque fois, on nous dit, de toute façon, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela, donc vous n'êtes pas crédible. Je me rappelle une fois, on avait eu une discussion avec les gens de EDF, la R&D de EDF, et il s'agissait de définir les règles d'un logiciel pour les démonstrations de sûreté. Et on s'était engueulé, et à la fin, on avait eu un gros contrat avec eux, parce que l'autorité de sûreté nucléaire avait rejeté, pour des raisons probabilistes essentiellement, leurs conclusions. Et à la fin, ils nous ont dit, vous n'y connaissez rien, nous on sait construire des centrales électriques, des centrales nucléaires, et pas vous. Ce à quoi j'ai répondu, nous savons rédiger des démonstrations de sûreté et pas vous. Et en l'occurrence, le problème n'était pas de construire une centrale nucléaire, c'était une démonstration de sûreté. Donc, qu'est-ce que nous avons fait avec nos amis de Peptinov? D'abord, encore une fois, merci beaucoup de nous avoir sollicités. Même s'il n'y en a eu que 24 personnes, c'était marrant comme tout, et je crois que ça a beaucoup plu à mes collègues. Alors, on a obtenu une conclusion qui est bizarre, et peut-être vous allez réagir. Donc il y avait 3 groupes, le groupe qui n'avait rien, là, des placebos ça s'appelle, le groupe qui avait des petites doses et le groupe qui avait des grosses doses.
Et on a eu l'impression que le machin était plus efficace sur les petites que sur les grosses. Voilà la conclusion très grossière à laquelle nous sommes arrivés sur la base de 24. C'est pas beaucoup, je ne mettrai pas ma main à couper, ni même l'ongle du petit doigt. Est-ce que ça vous choque comme conclusion ? Absolument pas. Encore une fois, l'objectif premier d'une phase 1, c'est la tolérance. Et dans notre cas, l'objectif complémentaire, c'était l'induction d'anticorps. Comme on avait sous la main des patients souffrant d'arthrose, alors qu'en général, dans une phase 1, on a des volontaires sains, on s'est dit, on va voir si on observe quelque chose. Il était évident déjà qu'on n'observerait pas de guérison, parce que l'arthrose est un processus lent, donc au bout de 6 mois de traitement, vous ne pouvez pas espérer détecter à la radio ou à l'examen clinique une amélioration spectaculaire. Donc vos conclusions ne nous choquent pas. Bon, je suis un tout petit peu gêné aux entournures pour les commenter parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas fini, on doit attendre les résultats, on n'a pas levé l'aveugle, donc voilà. Mais non, ce n'est pas surprenant en vaccin. Quand on a testé chez la souris, donc on a testé notre produit chez des souris, chez des lapins, chez des singes et bientôt chez d'autres animaux, d'autres espèces. On a constaté que dans certains cas, les doses faibles marchaient mieux que les doses fortes. Et on n'a pas le pourquoi, c'est le système immunitaire qui veut ça. Les anticorps sont plus puissants parfois quand vous avez des doses plus faibles. Et puis ça varie par pathologie. Vous pouvez avoir une pathologie où une dose de 10 microgrammes va donner de très mauvais résultats. Il faut la dose 5 fois plus forte. Et puis d'autres où le type d'inflammation étant différent. Il y a peut-être une toute petite explication immunitaire, c'est l'effet CIUS. En fait, quand vous injectez avec une forte dose, vous mettez beaucoup de protéines porteuses. Et cette protéine porteuse, quand vous en mettez plus, ça induit une réaction plus forte contre la protéine porteuse, du coup plus d'anticorps. Et ces anticorps vont interférer avec le rappel qui a lieu après. Et du coup, quand vous mettez des doses trop fortes, il faut espacer les rappels. Et nous, on n'a pas pu le faire parce qu'on devait suivre le même protocole pour les deux groupes. Et du coup, ce que ça nous indique, c'est que pour la dose forte, il aurait peut-être fallu espacer un peu plus les doses. C'est une hypothèse possible, en tout cas. Merci pour ces explications. J'ai une remarque complémentaire pour les gens qui vont écouter ça sur YouTube, ça va être mis demain. Pourquoi est-ce que c'est difficile, ces essais ? Parce qu'on essaye de prendre en compte énormément de paramètres. Alors, il n'y a pas seulement le fait que le type ou la dame est malade ou a un problème au genou. Il y a des questions liées à l'âge. Alors, vous avez toute une segmentation par tranche d'âge. Ensuite, vous avez une segmentation selon le sexe. Ensuite, vous avez une segmentation selon le poids. Et puis, vous avez une segmentation selon les antécédents. Est-ce qu'il a eu une grand-mère qui était ceci, etc., etc. Et quand vous faites autant de segmentation, vous vous rendez compte que votre panel est insuffisant pour les couvrir tous. Surtout si vous essayez de faire des statistiques ou des probabilités. Donc, il faudrait des milliers de situations testées pour arriver à couvrir l'ensemble des possibilités avec suffisamment de cases, de points dans chaque case pour arriver à faire des probabilités dessus. C'est donc extrêmement difficile. On y arrive déjà difficilement quand on a des liens avec un industriel qui fait fonctionner un four, un truc comme ça. Il y a un certain nombre de paramètres et la plupart des valeurs possibles des différents paramètres ne sont pas couverts par l'exploitation normale. Donc même dans un cas industriel où ça a été enregistré pendant des années, on n'arrive pas à faire des probabilités suffisamment représentatives. Alors a fortiori dans un cas comme celui-là. Donc vous vous rendez compte que quoi qu'on fasse, la part de l'investigation reste très faible devant la part des possibilités. Alors la recommandation que nous leur avons faite, mais je crois qu'ils l'avaient faite avant qu'on le leur dise, c'est essayer de restreindre. Au lieu d'essayer d'élargir le spectre, contentons-nous de faire ça pour une part des gens dont on saura par avance que ça marchera mieux. Alors évidemment, ça limite le champ de la commercialisation. Mais en même temps, on est plus sûr de ce qu'on fait. Donc, d'un point de vue purement probabiliste, la recommandation que je ferai aux industriels, c'est essayer de limiter, aux industriels et à vous, à tous les gens qui sont confrontés avec ces emmerdements liés à la taille du panel, c'est essayer de restreindre dans ce qui a été couvert correctement par l'approche probabiliste, étant entendu qu'on ne peut pas tout couvrir compte tenu de la multiplicité. Je crois que la vôtre est particulièrement, je ne sais pas comment dire, particulièrement ardue compte tenu de... Enfin, un truc,
je vais finir par une anecdote. J'avais un ami qui avait fait un truc du même genre. C'était pour la détection. C'était au moyen du courant. Là, c'était la détection d'états prédiabétiques. C'est ça. Il a mis au point un petit appareil qui mesurait du courant qui passait. Vous posiez vos mains ou vos pieds et mesurait le courant qui passait entre les mains et les pieds. Une résistance. Et c'était susceptible de vous renseigner sur un état prédiabétique. Il s'appelait... Bon, enfin, peu importe. Et il a testé cet appareil qui marchait très bien et il l'a testé sur une vingtaine, je ne sais plus, je vais dire n'importe quoi, de jeunes Français. Et il avait réussi à calibrer l'appareil pour qu'il sache différencier correctement entre les gens qui avaient vraiment un état prédiabétique et les autres. Après, il a essayé de le faire sur une autre tranche d'âge, ça ne marchait plus du tout. Après, il a essayé sur des Allemands, ça ne marchait plus du tout. Et après, il a essayé sur des Japonais, ça ne marchait plus du tout. Donc vous avez une énorme variabilité des conditions qui fait que ce qui peut marcher pour une catégorie de patients ne marchera plus du tout pour une autre. C'est pour ça que nous, à la SCM, on ne s'est jamais lancé là-dedans. Ha, ha, ha. Nous sommes tout à fait d'accord. Comme vous l'avez dit, on était déjà déterminé à restreindre le panel en phase 2. Ce qui est très important en phase 2, c'est de se reposer non seulement sur ce que vous avez appris en phase 1, mais aussi ce que vous avez appris en lisant, en consultant les autres essais cliniques. C'est très très important. Il ne s'agit pas de dire la phase 1 a montré ceci, donc on va prendre ces patients. Vous avez fort heureusement un tas d'autres sociétés, laboratoires qui ont fait des recherches sur l'arthrose, sur l'inflammation de bas grade, sur l'inflammation chronique. Et c'est tout ça qui va rentrer en ligne de compte pour deux choses essentiellement. Petit 1, c'est définir quel patient on vise, quel profil de patient. Est-ce qu'on dit on cherche principalement des personnes de plus de 50 ans qui ont de l'inflammation dans le genou, qui ont un syndrome métabolique, ceci, cela. Et donc, encore une fois, ça va venir de tout ce qu'on aura appris à l'extérieur de l'essai et dans l'essai lui-même. Et de l'autre, tout aussi important, c'est de définir votre objectif. C'est-à-dire de dire... de dire par exemple je considère moi Peptinov que l'essai est réussi si nous améliorons de X% la proportion de patients qui n'auront plus mal à telle date. Donc cette définition est fondamentale et repose là aussi sur beaucoup d'analyses, non pas seulement de la phase 1, mais des caractéristiques des maladies et de notre produit, parce que ce qui arrive très fréquemment, c'est que en réalité, votre produit a une efficacité, mais comme vous avez défini le mauvais objectif, l'essai a échoué. Vous n'avez trouvé plus d'investisseurs parce que ça coûte très cher, comme l'a dit Jean-François tout à l'heure, ou alors vous devez tout recommencer. Donc, il est préférable de passer du temps en réflexion sur le profil des patients et sur ce que vous voulez démontrer pour avoir une chance qui reste toujours petite. Il y a peu de biotech qui arrivent jusqu'au bout du processus. Je crois qu'il y a une mortalité de 95%. Mais bon, on existe depuis 10 ans. On n'est plus du coup une start-up et on avance pas à pas. Et pour l'instant, ça va. Tu veux l'ajouter quelque chose? Non, c'est de souhaiter bonne chance. Et la suite, c'est le champagne servi à l'étage du dessus. Et ce champagne est complètement déterministe. Vous n'avez pas de crainte à avoir. Il n'est pas statistique. Absolument. Alors attendez, on va... J'en aurais plusieurs. Mais la première, c'est de savoir, compte tenu de ce que tu viens d'expliquer sur le vocabulaire employé, est-ce que ce que tu as décrit comme une faiblesse dans le système médical français, est-ce que ça se retrouve sur le plan du vocabulaire dans le monde anglo-saxon ou pas? Oui, en fait, là, le vocabulaire que j'ai utilisé, que vous avez à juste titre critiqué, c'est le vocabulaire d'usage du monde universitaire dans le domaine de la santé. Donc, mais c'est un impact. Non, alors, c'est un impact. Je pense qu'au bout du compte, les gens se retrouvent parce qu'on calcule des probabilités, ce qu'on appelle des p-values et des probabilités de
de reproductibilité. Donc on retombe à peu près tous sur nos pattes. Mais je suis tout à fait d'accord que les terminologies sont importantes. Et là, je confesse en anglais autant qu'en français. Mais je confesse là que je suis le courant général, mais que notre ami a probablement raison. Les tests fondés sur les p-values sont fondamentalement incorrects, mais tout le monde procède comme ça, donc nos amis de Peptinov ne peuvent pas faire autrement. S'ils font d'autres tests, ils seront récusés par la communauté. Ça, c'est très... Et c'est du reste pas nous qui estimons nos Oui, résultats. non, mais je suis d'accord, il faut les faire parce que de toute façon, on vous demande de les faire. Ceci dit, il faut que vous sachiez qu'ils sont fondamentalement incorrects, c'est-à-dire ils reposent sur des lois de Gauss par essence, et il n'y a aucune raison que ce soit une loi de Gauss. Mais voilà. ce qu'on peut dire en général, c'est que quand un produit marche... Oui. Quand un produit marche, quel que soit l'outil de probabilistique utilisé ou statistique utilisé sur la terminologie, ça n'a pas d'importance. On voit que ça marche quand ça marche bien. C'est dans des cas sensibles où effectivement on peut avoir des faux espoirs, au contraire des douches froides, parce qu'on est dans des zones grises. Mais quand les choses sont très claires, c'est bien. Et nous, on espère que notre produit sera plutôt de ce type-là. Et je voulais vous dire qu'il y avait un statisticien que j'aimais beaucoup, je ne sais pas ce que vous en pensez, un probabiliste que j'aime beaucoup, il s'appelle Fisher. Est-ce que vous connaissez un peu ses livres et sa vie? Il y a un de mes Fischer qui était très célèbre, mais oui. c'est du siècle précédent. Oui, c'est un généticien qui a fait beaucoup de probabilités, qui est extraordinaire. Oui. Je vous recommande de lire ses livres, c'est extraordinaire. D'autres questions? Ma deuxième question, ce serait sur la notion d'explicabilité. Je ne sais pas si le terme est correct, mais quand on dit ça marche, mais on ne sait pas pourquoi, est-ce qu'il y a des cas où on comprend quand même pourquoi, parce que la molécule est faite de telle et telle façon et que forcément ce qui l'attaque ou ce qui l'agrippe peut l'agripper ou ne pas l'agripper. Est-ce qu'en termes d'explicabilité, on a des cas intéressants où les choses peuvent s'expliquer finissent par pouvoir s'expliquer? Oui, c'est ce que je vous disais au début, c'est que maintenant on identifie grâce à la connaissance de la biologie les mécanismes qui conduisent au dérèglement et aux maladies. Et donc la plupart des produits qui sont développés, des candidats médicaments, sont censés agir sur une voie métabolique, sur une protéine particulière. Donc on arrive à expliquer pourquoi les médicaments fonctionnent. Mais en pratique, par exemple en 2015, on m'avait dit qu'il y avait une trentaine de médicaments qui ont été approuvés par la FDA, par la Federal Drug Administration aux États-Unis, et la moitié d'entre eux, on avait une bonne explication pourquoi ça marchait, parce qu'on n'avait pas d'explication parfaite, parce qu'on ciblait un mécanisme, on se rendait compte que ce n'était pas ce mécanisme qui était en jeu chez les patients. Donc, mais comme la plupart des produits, on a une bonne explication. Oui, et on peut aussi ne pas avoir d'explication sur pourquoi ça ne marche pas. Donc tout à l'heure, Jean-François disait que les thérapies anti-cancer, d'immunothérapie, où il y a eu des résultats spectaculaires parce qu'on inhibait les leurres qui cachaient les tumeurs, je crois que dans le cancer du poumon, vous n'avez que 50% des patients qui répondent. Pourquoi les uns sont répondeurs et pas les autres? Je ne crois pas qu'il y ait d'explication. Oui, attendez. Tiens, tu peux lui passer. Moi, je voulais simplement rajouter une impression que ça m'a fait, que ça m'a rappelé là. Moi, je suis pas du domaine médical, je suis plutôt du domaine industriel. Et là, ce genre de travail, pendant dans le domaine industriel, c'est les plans d'expérience. Et dans les plans d'expérience, ça rejoint un peu vos remarques, dans les plans pour trouver des critères. Dans les plans d'expérience, quand on a des résultats, la première chose qu'on fait, c'est qu'on les compare à ce qu'on appelle la variabilité naturelle du système. Et là, on a souvent des surprises. Le but d'un plan d'expérience, c'est pour déterminer la variabilité propre à un facteur influent qu'on a identifié. Et donc on fait plein de mesures, on fait des tonnes de calculs, on ne sait pas où on en est là-dedans, et puis on trouve un coefficient de sensibilité. Alors on est content. Si on ne le compare pas à la variabilité naturelle, ça ne veut rien dire. Et là, si on compare à la variabilité naturelle, on s'aperçoit des fois que ce coefficient, il est inférieur à la variabilité naturelle. Donc ça veut dire que le facteur, il n'a pas de sens. Et alors c'est l'histoire
de l'expérimentateur qui dans les facteurs influents, il a mis la couleur de la cravate de l'expérimentateur. Et il trouve un facteur influent relatif à la cravate, à la couleur de la cravate. Donc c'est ça la notion la notion de détermination de critères. Alors déjà dans l'industrie où on a plus facilement la possibilité d'identifier les facteurs influents qu'on veut étudier et de limiter les autres qu'on laisse tomber, c'est bien plus difficile parce que vous avez déjà du mal à identifier les facteurs que vous voulez mettre en évidence, et puis alors les autres. Mais bon, cette manière de penser, je pense qu'elle peut être utile pour progresser, quoi. On peut aussi évoquer l'effet placebo. Dans l'arthrose, vous avez plus de 40% d'effet placebo. Donc des personnes, vous leur injectez de l'eau et 3 mois après, elles s'estiment guéries. Bon, ça ne dure pas très longtemps, malgré tout, en général, mais c'est aussi un élément qui vient perturber l'interprétation des résultats. La couleur de la cravate peut avoir une influence tout à fait significative. Il se peut que le type ait mis une belle cravate le jour où il devait rencontrer des gens importants. Et dans ces conditions, il fera attention. Voilà, c'est simple. C'est lié à autre chose. Mais vous avez raison de dire que dans leur cas, la variabilité naturelle est si grande qu'en réalité, elle ne peut pas être correctement décrite. D'où leur idée, qui est aussi la nôtre, de réduire un peu le phénomène, le champ auquel on va essayer de l'exploiter. Oui. Pas d'autres questions, ça y est? On va boire un coup? Allez-y. Allez-y, c'est pas limité. Dans ce petit monde de la recherche médicale, quand j'ai entendu le mot protéine, je ne sais pas exactement ce que c'est qu'une protéine, mais j'ai entendu Alzheimer. Est-ce que vous avez des collègues qui s'ingénient à réduire la production excessive de protéines tau, dont on dit qu'elle est fréquemment associée à la maladie d'Alzheimer? C'est une question un peu grossière, hein. Mais... Elle n'est pas du tout grossière. Oui, il y a eu des essais. Alors, j'emploie pour l'instant le passé parce que je veux être sûr de ne pas dire de bêtises. Mais il y a eu des vaccins anti-tau qui ont été testés, qui n'ont pas, à notre connaissance, donné de résultats probants. Il y a plusieurs de protéines impliquées dans la formation des plaques qui conduisent à Alzheimer, ont été testées, mais... Enfin, la dernière fois que j'ai consulté sur le sujet, il n'y avait aucun essai clinique n'était concluant. Mais ça va continuer. Je ne sais pas si tu connais mieux le sujet que moi. Moi, j'ai juste bénéficié d'un financement récent de recherche sur l'étude de la longévité, justement. Et on était plusieurs lauréats à se présenter. Et parmi les lauréats, il y avait des gens qui travaillaient justement sur la maladie d'Alzheimer en cherchant à développer des inhibiteurs de ces protéines. Mais ils en sont encore au stade expérimental. Il y a tau et il y a A-bêta. C'est ça, il y a bêta, tout à fait. Ok, merci beaucoup. Tu peux te couper. Merci à vous. On va aller boire un coup pour fêter tout ça.